Bonjour à tous, je suis Julie Lemierre, journaliste pour Télé Loisirs et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Parents d'abord. Depuis 4 ans, nous suivons son quotidien de famille nombreuse dans l'émission du même nom diffusée sur TF1. 2 mois après la naissance de son 9e enfant, une petite Calypso, Mélanie Gonzalez est mon invitée. Naissance, grossesse arrêtée, postpartum et vie de grande famille, elle se confie avec franchise et émotion au micro de Parents d'abord. Mélanie, bonjour. Bonjour. Alors, comment vas-tu ? Aujourd'hui, je vais très bien. Tu as laissé ta petite fille, c'est pas trop dur la séparation ? C'est un peu dur, j'ai hâte de la récupérer ce soir. Mais bon, je suis bien occupée aujourd'hui, donc hormis les montées de lait et les photos que je reçois. Mais bon, ça va aller, on va y arriver. Tu arrives à gérer ? J'arrive à gérer, oui. Alors, tu as accueilli justement ton 9e bébé en septembre dernier, une petite Calypso dont tu as récemment dévoilé le visage. Oui. Alors, toi qui es très active sur les réseaux sociaux avec ta famille, pourquoi avoir attendu assez longtemps pour dévoiler le visage de ta petite dernière ? Alors, on n'a pas souhaité montrer Calypso au début, même si on avait très envie de partager son doux visage. Mais Calypso a eu des soucis de santé à la naissance et je voulais attendre que tout soit résolu, qu'on ait des mots derrière tout ça. Et puis surtout, j'avais des membres de ma famille qui n'avaient pas vu Calypso et des amis très proches. Et je sais qu'ils me suivent sur les réseaux, mais j'avais pas envie qu'ils découvrent Calypso sur les réseaux. Voilà, donc on a gardé ce petit bébé caché, on en a profité. Nos amis, famille, tout le monde a fait un défilé à la maison et a découvert Calypso. Et après, une fois que tout le monde l'avait vu, on a pris plaisir à partager son doux visage. Alors toi et ta famille êtes beaucoup suivis sur les réseaux sociaux. Je suppose que tu avais des réclamations de tes abonnés. Ils voulaient voir le visage de ta fille. Là là, oui, tous les jours. Mais pourquoi ? Quand est-ce qu'on va la voir ? Donc je leur répondais qu'il fallait attendre et que certains membres de la famille ne l'avaient pas vu et ils le comprenaient. Alors justement, Calypso a eu quelques petits problèmes de santé, tu l'évoquais. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qui lui est arrivé ? En fait, donc moi j'ai des problèmes cardiaques, donc du coup c'est une malformation de l'artère aorte, pardon, et du coup c'est héréditaire. Donc Calypso a eu des examens à la naissance et il s'est révélé qu'elle n'avait pas la même malformation que moi, mais par contre elle avait un souffle au cœur, donc il fallait faire une échographie de contrôle. Et le rendez-vous était 2 semaines après la naissance de Calypso. Donc ça a été très long. Et du coup, on est allé à ce rendez-vous avec Franck et Calypso. Et là, on a découvert qu'en fait, elle avait un petit canal qui en fait se referme à la naissance. Et Calypso, il ne s'est pas du tout refermé. Donc c'est ce qui a entraîné un souffle au cœur. Donc le cardiologue nous a dit, écoutez, ça peut se refermer demain, comme dans une semaine. On se laisse la première année. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on refait une échographie de contrôle dans 1 mois. Et au bout d'1 mois, on verra si tout va bien, si ça s'est refermé. Il me dit, vous inquiétez pas. Alors même si on nous dit, ne vous inquiétez pas, dans la tête de la maman, on n'a pas du tout entendu le « ne vous inquiétez pas ». Moi, on me dit que ma fille elle a un canal qui est ouvert, que ça peut entraîner de la cyanose, que ça peut entraîner aussi une perte de poids, donc fallait la surveiller. Donc on est rentré à la maison. Et Calypso avait repris son poids de naissance et en arrivant à la maison, la sage-femme est venue me voir pour faire les examens et en même temps elle dit tiens, je vais en profiter pour peser petite Calypso. Et là on s'aperçoit que Calypso perdait du poids. Donc là c'était parti, tous les jours on venait peser mon bébé. Et là, même si c'est mon 9e bébé, même si on va dire que je suis habituée, je n'ai jamais pesé un de mes enfants. Ça a toujours été à la visite des 1 mois, des 2 mois. Voilà, en contrôle. Normal. Pas d'inquiétude particulière. Pas d'inquiétude. Mais là, en fait, tous les jours, c'était jamais la même balance. C'était un coup la sage-femme, un coup le médecin traitant. Il pesait avec la couche, sans la couche, avec le body, sans le body. Et moi, maman de 9 enfants pourtant, j'étais perdue, pas bien. Et c'est pour ça qu'en même temps, je ne me voyais pas montrer Calypso sur les réseaux parce que je n'avais pas la tête à ça. J'étais vraiment préoccupée. Je partageais quand même notre quotidien, on continuait, voilà. Mais j'étais pas apte à montrer petite Calypso. Et on a eu ce fameux rendez-vous.
Donc, il y a quelques semaines à peine. Et alors là, ça devait se voir sur mon visage parce que le cardiologue examinait Calypso et je lui dis « Vous voyez quelque chose ?» Il me dit « Heureusement que je vois, sinon je ne pourrais pas faire l'échographie dans le noir. » Non, mais l'inquiétude de la maman qui attendait le verdict. Hein, c'est ça, en fait. Mais dites-moi quelque chose parce qu'en fait, c'était une échographie à l'aveugle. Sourd, on n'entendait rien. Il n'y avait pas un bruit, il n'y avait rien. Et puis, c'est tellement petit. Calypso a regardé son papa avec c'était trop... Enfin, moi, j'avais envie de pleurer. Et il me dit, rassurez-vous, le canal s'est refermé et il n'y a plus de souffle au cœur. Et là, je dis, alléluia, génial. Et là, j'ai pu respirer, souffler. Même là, tu ressoupires. Hein. On sent que tu as l'impression de revivre je le revis parce que c'était vraiment une source de stress et d'inquiétude et d'angoisse. Et je m'en voulais. Et je me disais, mince, petite mère, elle est là. Et la perte de poids, du coup, ça s'est arrangé parce que vu que j'allaite Calypso, au début, le médecin traitant m'a dit, on arrête l'allaitement et vous allez à la pharmacie, vous allez acheter du lait en poudre. Alors, il ne faut jamais dire ça à une femme qui allaite. Je suis partie de là-bas, je pleurais. Je crois que j'ai passé mes premiers mois à faire que de pleurer avec le postpartum, plus tout ça. Et j'ai appelé ma super sage-femme qui m'a dit, mais non, Mel, on va louer un tire-lait, tu vas tirer ton lait, et une fois qu'elle a tété, hop, tu lui donnes le biberon avec ton lait. Au pire, on prend le lait de substitution s'il y a besoin, et ça vient se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, mademoiselle est accro au biberon, va téter que de temps en temps, mais elle adore le biberon vu que ça coule beaucoup plus vite et que c'est moins fatigant. Donc voilà. Donc du coup, elle nous fait des choses que même les 8 autres ne nous ont même pas fait. Franck n'a jamais donné de biberon à un bébé à ce stage-là. Ouais. J'ai toujours allaité mes enfants, allaitement exclusif. Il y a eu quelques biberons, mais... Et allaitement exclusif pendant combien de temps? Jusqu'à la diversification Non, Cléo, je l'allaitais. Alors, elle mangeait, mais je l'allaitais jusqu'à ses 2 ans. Ah oui, pas mal. Ouais. Ah oui, on compte plus au moins, on compte en années, là. Ouais, là, c'était ma plus belle histoire lactée. C'était magnifique. Paolo, 18 mois. Après, les autres, ça a été 3 mois, 6 mois... Ouais, 2 ans, c'est pas mal quand même. Ouais, c'était trop beau. Et j'ai arrêté parce que j'avais mal à la poitrine et je me posais des questions. Et en fait, c'est parce que j'étais enceinte de Marceau. Au début, je me suis dit, oh là là, j'ai peut-être trop allaité et tout, ma poitrine, elle n'en peut plus, faut que j'arrête. Et il y avait quand même des symptômes qui me disaient que j'étais peut-être enceinte. Et je me disais, oh non, je peux pas, j'allaite, je prends la pilule de l'allaitement, tout va bien. Et ben si, c'était Marceau qui était caché. C'est super. C'était trop marrant. Du coup, je l'ai découvert comme ça que j'étais enceinte. Et là, tu me parlais des problèmes de santé de Calypso et ton angoisse de mère et votre angoisse de parents, hein, toi et Franck. La fratrie a vécu ça comment ? Alors, les plus grands avaient très peur. Les petits, ils comprennent pas, les ils petits. peuvent pas comprendre. Mais ils sentent quand même l'angoisse. Ils sentent par contre l'angoisse et l'atmosphère de la maison. Et les grands avaient très peur et ils étaient pas bien. Et eux, ils avaient peur que tout s'arrête parce que ils ont vécu avec nous nos grossesses arrêtées. Et ils avaient tout le temps peur qu'il se passe quelque chose pendant ma grossesse. Après, ils avaient peur qu'il se passe quelque chose à la naissance de Calypso. Là, il y a eu les problèmes de cœur. Du coup, ils se sont dit, ça y est, en fait, ça va s'arrêter. C'est trop beau, ça va s'arrêter, c'est pas possible. Et donc, du coup, ils étaient pas bien, ils étaient inquiets. Je vois mon aîné, Nino, il envoyait des messages tout le temps pour prendre des nouvelles, alors qu'il est couvreur, il est sur les toits, et il pensait quand même à sa petite sœur. Ça me faisait de la peine. Je me disais, j'espère qu'il est bien concentré sur son travail. Margot, en cours, pareil, m'envoyait des messages. Alors, il a dit quoi, le cardiologue? Comment va Calypso? Est-ce qu'elle a bien mangé? Est-ce qu'elle a repris du poids? Enfin voilà, ils ont été très présents et tous autour de Calypso, quoi. Donc, Ils sont vraiment très impliqués, très investis, hein, quel que soit leur âge, même les plus grands qui en effet pourraient avoir autre chose à penser. Hein. Ouais. Tu m'as expliqué tout à l'heure que ton aîné va bientôt avoir 18 ans. Oh là là, mon grand bébé. Donc voilà, il a autre chose à penser finalement que sa petite sœur de quelques mois. Ouais, exactement. Mais non, ils sont très proches. Ils sont tous très proches les uns des autres. Et encore, alors ils peuvent se chamailler. Oui, c'est une fratrie, hein, c'est normal. C'est le bazar des fois. Mais par contre, quand il y a un problème de santé ou d'entente, ils sont tous soudés, ils sont tous là. Et ça, je pense que c'est le plus beau lien qu'on peut avoir en tant que parent, de se dire, ils peuvent se chamailler au quotidien, nous faire vivre des choses, ils nous prennent la tête. Normal. Voilà, la vie de parent en plein dedans. Mais par contre, il y a ce lien de fraternité, ce lien fraternel, en fait, tous ensemble. Et ils sont là, ils sont soudés et ils prennent des nouvelles les uns envers les autres. Et ça, je trouve ça trop beau. Et voilà, ça, c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir en tant que parent.
C'est clair. Là, tu me montrais des petites photos de Calypso avant qu'on démarre ensemble cette interview et c'est vrai qu'elle a l'air d'être très en forme, cette petite fille. Un peu trop, oui. Il y a 2 semaines, elle souriait déjà et là, elle fait des areux à n'en plus finir. Et je me dis, elle a à peine 2 mois. Donc, ils ont dû se tromper à la maths. Elle doit avoir 6 mois, la petite. Voilà, ça passe trop vite, encore une fois. Ça passe très, très vite. Alors, tu l'as évoqué il y a quelques instants, tu m'as parlé de tes grossesses arrêtées. C'est un terme auquel tu tiens, le terme fausse couche. Tu préfères pas l'utiliser. Pour toi, ce sont des grossesses arrêtées. Et il y en a eu plusieurs. Il y en a eu 4 au total. 2 fois de grossesse unique et ensuite une grossesse gémellaire. C'était l'année dernière, c'est bien ça. Comment as-tu vécu ça? Je me doute bien que ça a été des moments très très douloureux, mais aujourd'hui, comment tu vas? Est-ce que tu peux me dire comment tu te sens aujourd'hui malgré la naissance de Calypso? Parce qu'on n'oublie pas finalement ce qui a pu se passer. On n'oubliera jamais, ça fait partie de notre histoire de vie. Aujourd'hui, je me sens chanceuse d'avoir eu Calypso parce que je sais que certaines femmes ont vécu ces grossesses arrêtées et malheureusement, elles n'ont pas eu le bébé arc-en-ciel derrière ou le bébé pansement. Voilà, on lui donne tout ça un petit prénom. Je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir Calypso. On se rend compte de la chance que nous avons avec Franck et les enfants d'avoir ce bébé arc-en-ciel qui est venu illuminer notre vie. Même si on était très heureux avec nos 8 enfants, mais on avait ce choix et cette envie d'avoir un 9e bébé qui a été très compliqué à arriver. Après, bien sûr... ces grossesses arrêtées font partie de notre histoire de vie et toute notre vie, on y pensera et on se dira « et si c'était une fille ?» Et si elle avait mes yeux, parce qu'il n'y en a aucun qui ont mes yeux, et je ne pense pas que Calypso aura mes yeux. Mais voilà, c'est plein de petites questions comme ça qu'on se pose. Et puis, on fait notre petit bonhomme de chemin. Voilà. Je sais que quand Calypso est née, voilà, j'ai pensé, parce que ça a été très dur, j'ai accouché en fait là où j'ai perdu mes jumeaux. À l'hôpital où j'ai eu mon curetage. Donc, du coup, ça a été dur de se retrouver dans la même pièce. Enfin, la pièce d'à côté. Mais c'est pas des bons souvenirs. C'est pas des bons souvenirs, mais je me suis dit, voilà, peut-être que ces petites étoiles ont fait que j'ai accouché là-bas de Calypso pour me dire que la vie continue et que là, on est tous réunis et Calypso va grandir 4 fois plus vite. Parce que les jumeaux, tu ne les as pas perdus en même temps. Il y a eu un petit décalage. Il y a eu un décalage, en fait. Donc, j'en ai perdu un matin et l'autre, après, était resté accroché. On peut dire ça comme ça. Et puis, le soir, quand je suis rentrée à la maison, j'ai perdu le 2e. Et sauf qu'après, je suis restée 1 mois avec les hormones de grossesse, tout ce qui allait avec. Et j'ai eu un contrôle 1 mois après et ils se sont rendus compte qu'en fait, j'avais encore du placenta. Et du coup, j'avais toujours les mêmes effets d'une femme enceinte, sauf que je n'y étais plus. Donc, ils ont dû faire un curetage. Et à l'époque, la maternité près de chez moi était fermée parce qu'ils n'avaient pas d'anesthésiste. Donc, j'ai dû aller sur Poitiers. Et Poitiers, c'est un endroit où je ne vais jamais. J'ai toujours accouché pour les 8. J'avais aucun repère, rien du tout. Donc, ça a été très traumatisant. Et du coup, j'ai vécu cette journée du 3 août qui restera gravée à vie là-bas. Et ça n'a pas été forcément un bon souvenir. Et puis après, Calypso est arrivé et on m'a annoncé qu'il fallait que j'accouche à Poitiers parce que j'avais une grossesse à risque parce que suite à mes problèmes de cœur, alors que je les ai toujours eu pour les autres, mais là je sais pas. J'ai toujours eu depuis Paolo. J'ai découvert que j'avais des problèmes cardiaques depuis Paolo, donc en 2011. Et du coup je dis mais non, moi j'accouche à Châtellerault. J'ai toujours accouché dans ma maternité proche de chez moi. C'est ma 2e maison. Là-bas tout le monde m'attend. C'est mon dernier bébé. Enfin, on n'a pas le tapis rouge, mais presque quoi. Quand on arrive et non, fallait que j'accouche à Poitiers parce que c'est un hôpital de type 3. Et en accouchant là-bas, du coup, au début, je voulais pas. Et après, je me suis dit, c'est peut-être pour me montrer qu'à Poitiers, il ne se passe pas que des choses horribles. Et que le soleil brille aussi là-bas. Et effectivement, il a plus que brillé parce que Calypso illumine nos vies, quoi. Et ces enfants que tu as perdus, donc pour toi, ce sont tes enfants. Alors, ils n'ont pas pu naître, mais tu considères que tu as eu plus que 9 enfants. Comment tu vis ça en toi? Alors, en fait, c'est bizarre parce que des fois, quand on me dit tu as eu combien de grossesses, Mélanie, je suis obligée de me poser et de compter. Alors oui, j'ai eu 9 grossesses à terme, mais j'en ai eu 4 qui se sont arrêtées. Donc, c'est un peu perturbant. Et pour nous, c'est nos petites étoiles et elles sont là où elles nous protègent et elles brillent très, très fort.
Comme l'amour qu'on peut leur porter, même si j'ai pas été au-delà des 3 mois, mais bon, le test était positif, le cœur battait, j'étais enceinte, je portais la vie comme j'ai porté la vie 8 fois avant, et voilà quoi. Après, la vie a fait que ça s'est arrêté. Pourquoi, comment ? On ne saura jamais, et c'est ce qui est bien dommage, des fois, de ne pas avoir de réponse à ces questions. C'est des questions qu'on ne saura jamais. Pourquoi ? Pourquoi nous ? Pourquoi eux ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi là ? Alors que les 8 autres, je n'ai jamais connu ça auparavant. Et moi, je regarde mon mari, je tombe enceinte, quoi. Même sous pilule, je tombe enceinte. Donc là, on a le souhait, j'arrête ma pilule et on passe 1 an et demi dans un trou noir. Oui. Et on a beau me dire, oui, mais tu as déjà 8 enfants. Oui, mais c'est pas parce que j'en ai 8 que là, je n'ai pas le droit d'en avoir un 9e. Ouais. Mais j'allais y venir, ça allait être justement ma prochaine question. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut avoir de beaux commentaires, comme des commentaires beaucoup plus durs. Oui, on a un peu de tout. Voilà, et je me doute que quand tu as eu ces grossesses arrêtées qui ont été très dures et tu as communiqué dessus, il n'y a pas eu de message trop violent, justement ce genre de message. Tu en as déjà 8, donc ça va. En gros, te plains pas. Je devais pas me plaindre. Et puis aussi, il fallait pas que je me plaigne parce qu'il y a des femmes malheureusement qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Et moi, j'en avais déjà 8, donc pourquoi me plaindre ? Mais après, voilà, on partage notre quotidien sur les réseaux. Donc les 2 premières grossesses arrêtées, je n'ai pas eu le courage et je n'ai pas souhaité en parler sur les réseaux parce qu'en fait, j'avais honte. Je voulais pas me plaindre parce que je me disais, bah ouais, mais non, mais Mélanie, t'en as déjà 8. Voilà, t'as la chance d'en avoir 8. Mais en fait, j'étais tellement mal à l'intérieur de moi et j'avais l'impression de mentir à ma communauté et mon quotidien avait changé suite à mes grossesses arrêtées. C'est vrai qu'on change après. On se dit, peut-être qu'on travaille trop, peut-être ralentir certaines choses. Peut-être se poser un peu plus, peut-être pour ça que c'est pas resté. Tu veux trouver des réponses en fait. Si elles sont pas médicales, tu veux trouver des réponses. On veut trouver des réponses, c'est ça. Et après, quand on a perdu les jumeaux, je me suis dit non mais faut que je prenne la parole en fait et que j'en parle sur les réseaux, parce que j'ai l'impression de mentir et ça fait partie de notre quotidien et c'est ce qui va changer mon quotidien de demain en fait. Je serai pas la même femme que j'étais il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 1 an. Ça change en fait. Une femme, ça solidifie aussi le couple, mais ça change plein de choses dans notre vie et on profite encore plus de la vie quand on vit des choses comme ça. Donc, du coup, j'en ai parlé et oui, on a eu des commentaires, pas très gentils. Mais après, malheureusement, on ne peut pas porter la misère de tout le monde. Bien sûr, si j'aurais une baguette magique, je l'agiterai au-dessus de toutes ces familles qui souhaitent avoir des enfants et que personne ne vive ce qu'on a vécu. Et bien sûr que je le ferai, mais j'ai pas ce pouvoir-là, malheureusement. T'es devenue maman à quel âge ? Assez jeune, il me semble. 21 ans, je suis devenue maman. 21, ouais. Ah oui, vu que ton aîné, Nino, va bientôt avoir 22 ans même, 22 ans. Ouais, je tombe enceinte 21-22 ans. Ouais. Donc finalement, t'as presque toujours été enceinte depuis tes 22 ans, hein, si on compte les grossesses. Ça fait... oui, c'est ça. Ça fait 81 mois enceinte. Mon mari m'a connue plus enceinte que moi en tant que femme. C'est pas mal, 81 mois. C'est très beau. Ouais. Mais j'adore être enceinte. Enfin, de toute façon, je pense que j'en aurais pas fait 9 sinon, mais... Puis quand ça se passe bien. Et quand ça se passe bien. Voilà, c'est ce qu'on disait avec Franck, parce qu'on entend des fois des témoignages de femmes qui ont fait des hémorragies, épisiotomies, des choses comme ça, décollement du placenta, curtage chez le placenta. On comprend qu'elles ne veulent pas recommencer parfois. Je les comprends, oui. Et Franck, il dit, moi, tu m'aurais fait ça. Fallait même pas parler de prochain bébé, quoi. C'était même pas concevable, quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des grossesses exceptionnelles. Pour Calypso, j'ai travaillé jusqu'au matin d'accoucher. Le matin, je suis venue voir Franck dans le bureau en disant « On peut aller à Tours pour faire le devis ?» Il me dit « Non, mais là, on va nulle part. T'as des contractions. » « Oui, mais entre 2 contractions, je suis très bien. »« Non, tu restes sur Châtellerault, tu ne bouges pas et tu ne conduis plus. Tu restes là. » Et j'ai dit « Bon, d'accord, je fais le ménage alors. » Il fallait t'occuper. Mais on dit souvent que le jour J, on a envie de tout faire, de faire le ménage, de se promener. On a une énergie débordante. Alors Franck, il serait là, il dirait que ça fait 20 ans que j'ai des énergies débordantes et que je fais le ménage tous les jours. Donc même la secrétaire de l'entreprise a dit « Ouais, alors Mélanie a fait le ménage, mais elle va pas accoucher parce que ça fait déjà 2 ans que je suis là, ça fait 2 ans qu'elle fait le ménage tous les jours. » Donc du coup, pour Mélanie, c'est pas significatif d'accouchement, quoi. Mais voilà, maintenant j'étais en pleine santé, même au moment d'accoucher.
j'étais là allongée sur cette table d'accouchement avec des coussins d'allaitement bloqués partout dans le dos, une petite dame qui me faisait des pattes de chat en bas du dos quand j'avais des contractions et une autre qui me proposait un jus de pomme ou un jus d'ananas. Moi, je me suis crue au spa. J'ai dit, Mel, il faut que tu... C'est pour ça que tu y retournes à chaque fois, en fait. Ah, mais c'est trop bien, moi j'adore. Et moi, je me suis dit, Mélanie, tu sais, dans quelques minutes ou quelques heures, tu vas devoir pousser. Il va falloir... Ton bébé va sortir dans pas longtemps. Je n'avais pas du tout l'impression que j'allais accoucher. Hein. J'étais très bien enceinte. Et même Franck, tous les matins, il me disait, est-ce que tu crois qu'on va l'avoir pour Noël, la petite? Est-ce que tu vas nous la laisser un peu à un moment donné? Tu l'évoques beaucoup, Franck. C'est ton pilier. Ah, Franck, c'est toute ma vie. Mon mari, c'est tout pour moi. On est très fusionnels tous les deux, on est très amoureux. Margot le dit souvent, ma fille. Elle me dit, j'ai l'impression de voir des copains d'école, en fait, qui sont amoureux comme au premier jour, en fait. Et ma fille nous le dit souvent, quoi. Elle me dit, vous me faites trop rigoler tous les deux, on dirait deux ados, quoi. Ça a été très clair dès le début pour vous deux que vous auriez une famille nombreuse? Alors, avec Franck, on s'est rencontrés ensemble donc en 4e. Et on était meilleurs amis, c'était mon confident. Wow. On s'est perdu de vue et puis on s'est retrouvés. Et alors, je lui ai pas dit dès le premier jour que je voulais une grande famille parce que sinon il serait parti en courant. Et puis si j'aurais dit 9, je pense qu'il serait parti plus qu'en courant. Mais je lui avais dit qu'en moi que je voulais une grande famille et lui m'a dit aussi qu'il voulait une grande famille. Après, on s'était pas dit combien. Oui, j'allais dire grande famille. Grande famille, ça peut être 3 pour chacun, pour certains couples, comme ça peut être 10, 15 ou 9 ou 6, quoi. Enfin, ou 2, il y en a pour 2, c'est une grande famille. Hein, donc voilà. Et au final, les enfants sont arrivés les uns après les autres. Oui, j'allais dire. Hein, au début, ils sont très suivis. Hein, il y a 13 mois d'écart entre les deux premiers. Ça a été... Voilà. Et puis, la vie a fait qu'on a eu 9 bébés. Quand on a des enfants tôt, est-ce qu'il n'y a pas une relation différente? Alors, il y a la relation de mère, hein, bien entendu, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une relation un peu amie, copain, copine au fur et à mesure des années qui passent? Parce que finalement, il n'y a pas tant d'écart que ça. On parle d'une vingtaine d'années, c'est quasi rien. Est-ce que tu as connu, toi, cette relation? Avec mes parents? Avec tes enfants, avec mes tes enfants, aînés. ouais. Avec mes enfants, nous, on a une relation, oui, déjà de communication énorme. Nous, on parle avec eux, il n'y a pas de sujet tabou. On doit parler de tout. Et aussi, ce qu'on fait avec les enfants, c'est que chacun d'entre eux a un moment privilégié avec nous. Parce que on veut qu'ils s'expriment, on veut qu'ils communiquent et puis qu'ils aient leur moment aussi propre à eux. C'est pas parce qu'ils n'ont pas fait le choix, eux, d'arriver dans une famille nombreuse. C'est notre choix à nous. Donc, du coup, quand ils sont seuls comme ça, du coup, on parle de tout. Il n'y a pas les petits qui gênent, il n'y a pas... ou quand on parle avec le petit, il n'y a pas le grand qui vient nous demander quelque chose. Donc, on est vraiment axé avec eux. Et on parle beaucoup avec eux. Et nos grands, le soir, quand les petits sont couchés, ils viennent nous voir dans notre chambre. Ils sont posés au bord du lit. Et là, on parle de choses de grands, en fait. Et là, on se dit, waouh, en fait, c'est plus des bébés, quoi. C'est des grands. Avec Margot, on est très proches, mais elle est très, très proche de son papa aussi. Et on s'échange les vêtements, on a les mêmes goûts vestimentaires. Margot, là, me fait rigoler parce qu'elle me dit, maman, je crois que je deviens une vieille. Je dis, pourquoi? Elle me dit, je bois du café et je mange du pain aux graines. Voilà, ça y est, attention. Attention, d'après Margot, c'est des signes qu'on devient vieille. Bon, je dis, non, ma fille, c'est juste que tu aimes les bonnes choses. Elle a quel âge, Margot? Margot va avoir 17 ans au mois de janvier, là. Donc, et en fait, on a des relations d'amis, mais et puis il y a une relation qui se crée aussi de confiance et ils savent qu'ils peuvent vraiment nous parler de tout. Ouais. Vraiment important, de le tout. dialogue. C'est très, très important. Ouais, c'est la base de tout, même dans un couple, c'est la base de tout. Nous, on le ressent dans notre vie à 10 000 à l'heure avec nos 9 enfants et notre travail à tous les deux qui nous prend énormément de temps. Si on ne communique pas, on va dans le mur. Et tu me parlais donc de ta fille, Margot. Cette relation un peu copine, est-ce qu'elle a pu être critiquée un petit peu ou pas trop? Non, j'ai pas eu... Tu as toujours réussi à faire ce partage entre ton rôle de maman, ton rôle de copine, entre guillemets, à bien différencier les deux? Oui, ça là-dessus, on n'a pas de souci, non. Je n'ai pas vu de critiques. Après, peut-être que je les ai loupées, mais non, avec Margot, on est... Voilà. Puis après, avec Margot, comme je lui dis, tu sais, les critiques, c'est facile. Hein, derrière un pseudo, derrière un téléphone, derrière un écran caché, mettre une phrase pas gentille. Demain, tu les croises dans la rue. Ça se trouve, c'est les premiers à venir te demander une photo ou te dire que c'est notre famille préférée. Ouais. C'est quoi votre pseudo? J'ai une blacklist là, je voudrais peut-être savoir un peu, quoi. Donc, après, Margot, j'ai toujours dit, l'ignorance, c'est la meilleure des choses. C'est des gens qui ne nous connaissent pas. Plus important, c'est ce que tu penses toi et c'est ce que pense ta famille. Le reste,
Ça n'a pas d'importance. Et justement, leurs amis à l'école, leurs enseignants, etc., ils pensent quoi de cette participation à l'émission Famille nombreuse? Parce que finalement, ils vous suivent. Donc, plus que d'autres, ils savent un peu ce qui se passe dans le foyer de vos enfants. Comment ils le vivent? Alors, les enfants, entre eux, ils les connaissent déjà depuis la maternelle pour certains. Donc, en fait, ils trouvent ça rigolo de voir leurs copains, copines sur le grand écran. Après, ça ne change pas leur quotidien, en fait. Ils ont leur vie d'enfant et ils ne calculent pas. Ils sont vraiment là-dessus, moi, ils ne sont pas embêtés. Après, c'est plus les adultes, les enseignants qui pourraient faire des remarques désobligeantes. Ah ouais? Ouais. Par exemple, à quel niveau? Tu aurais un exemple à me donner? Un exemple, oui. Comment que c'était? Je ne sais pas si... On ne citera pas le nom de l'enseignant ni l'école. Mais ça m'intéresse. Une fois, j'avais un de mes enfants, on lui a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie. Donc, il a dit mécanicien moto ou maçon. Et on lui a répondu, oui, bah, c'est sûr que c'est pas avec ta télé-réalité que ça va te faire vivre. Du coup, j'ai débarqué au collège. Attention. Et là, j'ai fait un cours sur qu'est-ce qui est de la télé-réalité et qu'est-ce qui est un documentaire réalité. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est un documentaire réalité. Donc, rien à voir avec la télé-réalité. Comme je leur ai expliqué, je ne suis pas payée par TF1. Moi, demain, si je viens dans votre collège et que je viens filmer comment vous parlez aux élèves, est-ce que vous allez être payé? Non. Bah, moi non plus. On ouvre les portes de notre quotidien. Ils viennent filmer. On ferme les portes. Et voilà. Ils ont réagi comment? Non, on ne l'a pas dit comme ça. Oui, c'est sûr que mon fils l'a inventé. Oui, donc voilà. Il n'y a aucune rémunération de la chaîne pour les tournages? Vous ne percevez rien de tout? C'est de la notoriété qui vous permet ensuite de générer d'autres revenus. Voilà, après, voilà, ça, on n'est pas obligé après d'en prendre, de suivre cette notoriété derrière. Mais non, ça ne nous apporte rien du tout, quoi. On n'est pas payé, rien du tout. C'est un documentaire. Demain, c'est de la télé-réalité. Ce sera plus naturel. Ça veut dire que TF1, demain, va me dire tu vas t'asseoir sur le canapé, là, puis te faire un câlin à ton fils. Bon, il a pas l'air trop envie de me faire un petit câlin, là. Je crois que c'est pas trop dans son truc, là. Il a plutôt envie de jouer à la pâte à modeler que de faire un câlin à maman, quoi. Non, ça serait plus authentique, en fait. Là, rien du tout. Ils vous disent absolument pas. Ils captent des moments de vie. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une journaliste qui nous appelle et qui nous dit, voilà, Mélanie, dans les 3 prochains mois, qu'est-ce qui va se passer chez les Gonzalez? Donc, on peut dire un mariage, un bébé, voilà, ou un projet bébé, comme on a eu le projet de bébé neuf. Ok. Donc, après, ils se disent, bah, on peut venir filmer ça, on veut pas. Par exemple, voilà. Ok. Et nous, après, on décide de dire, oui, on veut bien que vous nous suivez pour le mariage, non pour le baptême, on veut pas. Voilà, on est libre de dire ce qu'on veut. Et de là, après, en fonction des dates qui sont prévues pour le baptême ou la naissance ou les échographies, on nous appelle avant et on dit, bah voilà, ils peuvent venir pendant 2 jours. En même temps, ils vont filmer un peu de quotidien. Si c'est le baptême, bah, les préparatifs du baptême juste avant. Et du coup, bah, ça, on sait ce qui va être filmé. Par contre, bien sûr, quand ils viennent filmer, bah, ils arrivent dans une famille nombreuse. Et avec les enfants, rien ne se passe comme ce qui est prévu. Voilà, il y a toujours des aléas. Et après, ils s'adaptent, quoi. C'est ce qui est rigolo, quoi. Des fois, on dit, on était venus pour filmer quoi, déjà? Non, parce qu'en fait, on n'a pas du tout filmé ce qu'on devait filmer. Mais voilà, c'est rigolo, quoi. Ils ont capté les moments de tes grossesses arrêtées, des épreuves que tu as traversées? Alors, TF1 est venu pour ma 2e grossesse arrêtée, où j'ai découvert avec eux que j'étais enceinte. Et du coup, bah, j'étais super contente. J'ai sauté au cou de ma journaliste. C'était un moment très fort qu'ils ont vécu avec nous. Et ils nous ont filmé aussi quand je l'ai annoncé à mon mari. Et la semaine s'est terminée par un fameux dimanche. Ce fameux dimanche où, malheureusement, chez nous, les grossesses s'arrêtaient tout le temps un dimanche. Et du coup, bah, j'ai contacté TF1 en leur disant, bah voilà, il vient de se passer ce qui s'est passé. Ils m'ont dit, écoute Mélanie, on est vraiment désolés. Nous, on peut effacer tous les magnétos. Donc ils t'ont proposé d'effacer l'annonce? Ouais, d'effacer tout. Ils disent, nous, si tu veux, on n'en parle pas. C'est vraiment propre à toi et à Franck. Dit, on vous laisse le temps de la réflexion, prenez le temps que vous voulez et tout. Et j'ai reçu plein de messages de la chaîne, de bienveillance, vraiment, ils ont été vraiment très très proches. Et même la journaliste qui est venue filmer, elle était
Ils étaient en pleurs, parce qu'ils l'ont vécu avec nous. Exactement. Ils nous connaissent depuis... ça va faire 4 ans bientôt qu'on tourne avec eux, donc ils nous connaissent par cœur, j'ai envie de vous dire. Et là, du coup, avec Franck, on a réfléchi, puis on s'est dit, après tout, on partage notre quotidien. Mais ça fait partie de notre quotidien. Et vu que je venais d'en parler sur les réseaux, on s'était dit, peut-être si on en parle à TF1, ça va peut-être parler à certaines femmes, certaines familles, certains papas. Et... vu que c'est un sujet tabou, ça va être ma deuxième thérapie, en fait. Je vais la faire à travers... Donc, on leur a annoncé qu'on voulait bien en parler. Ils m'ont dit d'accord, mais ils m'ont dit, du coup, on va être obligé de faire une interview sur ce qui s'est passé ce fameux dimanche. J'ai dit, il n'y a pas de souci, venez. Donc, j'avais le choix de choisir mon équipe aussi pour me sentir vraiment à l'aise et tout ça. Parce qu'ils m'ont dit, la pauvre journaliste qui est venue, elle est partie au casse-pipe, quoi. C'était vraiment le truc très, très dur. Mais ils ont été vraiment bienveillants et du coup, c'est passé à la télé, quoi. Et ça a été dur quand j'ai regardé les épisodes. Je voulais pas au début. Après, mais tu l'as revécu, en fait. Je l'ai revécu, mais j'étais enceinte de Calypso. Ah oui. Et j'ai pleuré comme si que je le revivais une énième fois, quoi. Alors que j'avais Calypso et j'étais là, j'ai mon bébé arc-en-ciel, tout va bien, elle est là. Ouais, mais c'est comme ça. Enfin, là où vous me le remettez, je suis en miettes. Et même Margot, elle l'a regardé, ma fille, elle était pas bien. Et elle m'a dit, maman, c'est trop dur et tout. Je dis, mais je regarde, il y a bébé arc-en-ciel qui est là et voilà. Après la pluie vient toujours le beau temps. Et des arcs-en-ciel. Ouais. Tu évoquais tout à l'heure ton postpartum que tu traverses. Et d'ailleurs, tu disais, il n'y a pas si longtemps que ça, un bébé, il faut 9 mois pour le faire et 9 mois pour s'en défaire, en fait. Justement, faire cette transition. Même au fil des grossesses, le postpartum est toujours aussi compliqué? Alors, pour les autres, les 8 premiers, je me rappelle pas avoir vécu un postpartum comme je suis en train de le vivre là en ce moment avec Calypso. Il est totalement différent. Là, je pleure, je peux pleurer comme je peux rigoler d'une fraction de seconde. Tout me touche à cœur, mais tout me prend vraiment à cœur. Et avec Calypso, quand elle est née, j'arrivais pas à sortir de chez moi. Pourtant, le travail, il est au bout de mon jardin. Non, je restais enfermée, je voulais pas sortir. J'avais des rendez-vous sur Paris. J'ai annulé tous mes événements. Je disais à Franck, non, mais si tu viens pas avec moi, j'y vais pas. Et il me dit, mais amour, il me dit, tu prends le train, tu vas toute seule. Oui, mais non, mais là, je me sens pas capable. Et en fait, depuis la perte des jumeaux, je fais des crises d'angoisse. Et là, avec la naissance de Calypso, j'angoissais de tout. J'avais peur de sortir Calypso. Là, d'ailleurs, elle n'est pas là aujourd'hui parce que je préfère qu'elle reste au chaud là-bas, même si moi, j'ai des montées de lait. Bon, j'ai mon tire-lait qui me suit partout avec ma poche à congélation et mon pain de glace. Mais le postpartum, là, je le vis vraiment comme le fait de passer les angoisses, les peurs, les craintes. J'ai toutes les émotions, là. Et en même temps, je suis heureuse parce que des fois, je me dis, mais Mélanie, arrête de pleurer, t'as ta fille, elle est là. Ton 9e bébé, tu l'attendais plus que tout. Elle est là. Mais il y a les hormones qui prennent le dessus et ça se contrôle pas. Impossible. Impossible. Puis là, il y a aussi la sortie du livre qui est un 10e bébé. Ouais. Et ça fait... j'ai partagé mon quotidien. Et là, quand on me pose des questions comme tu fais, du coup, on ressasse tout. Et je pense que cette nuit, je vais être somnambule. Ah mince, désolée. Elle se réveille encore la nuit, Calypso? Autant j'ai pas dormi pendant 12 ans avec les 6 premiers. Mais là, Calypso, j'ai envie de dire... Alors, je vais pas trop le dire parce que je sais pas qu'on porte le karma, mais j'ai l'impression qu'elle me fait des nuits parce qu'elle s'endort entre 22 et 23 heures pour se réveiller seulement qu'à 4 heures, voire 5 heures du matin. Ce qu'on appelle passer une grasse mat. Oui, parce que du coup, moi, après 5 heures, j'ai les coquilles ouvertes et c'est fini. Là, je pense à ma machine qui est en route, le truc, le sèche-linge, la vaisselle à vider. Oh, c'est fini, la journée est commencée, quoi. C'est plus de la charge mentale, là, au bout de 9 enfants. On dépasse les limites. Là, c'est autre chose. Je me posais la question, tes 9 enfants ont un prénom qui se termine en O. Il y a une signification? Alors, il n'y a pas de signification, c'était un pur hasard. Nino, notre premier enfant, on l'a appelé Nino parce que le grand-père à Franck venait juste de nous quitter et il s'appelait Augustin et on voulait l'appeler Augustin. Et quand il est décédé, papy, je lui ai annoncé sur son lit que j'allais lui faire un petit Gonzalez.
je pense que j'ai réussi mon contrat. Puis il y a ça fait quelques mois que j'allais six dire. petits Gonzalez et puis 3 jeunes filles. Donc je pense que c'est bon. Hein, papy doit être content là-haut. Le nom va perdurer. Voilà. Et du coup, on s'est dit, on va pas l'appeler Augustin parce que c'était trop proche de la perte de papy. Et papy Tintin, donc on l'appelait papy Tintin, avait un frère qui s'appelait Nino. Et Franck adorait ce prénom. Et il m'a dit, quand on a su que c'était un garçon, donc là on a pleuré, on a pensé à papy, on était trop contents. Et on s'est dit, voilà, on va l'appeler Nino. Donc est arrivé le premier O, Nino. Ensuite, 13 mois après, est arrivée Margot. Donc Margot devait s'appeler Chanel. Quand j'étais en train d'accoucher, la petite sage-femme a fait le petit bracelet avec écrit Chanel dessus. Et là, je sais pas, en poussant, je sais pas, dans ma tête, je me dis, ils vont l'appeler Coco Chanel, Chanel numéro 5. Je me suis fait tous les films. Et avec Franck, il y avait le prénom Margot qu'on aimait bien. Et j'ai dit à Franck, pourquoi on l'appellerait pas Margot ? Donc là, tu es en train d'accoucher. Là, je suis en train d'accoucher. Ah oui, c'était. J'ai fait 3 séries en 2 poussées. Hein. Et du coup, il me dit, ah oui, Margot, c'est trop bien. Et du coup, j'ai cramponné Franck par la blouse. Je dis, va chercher la sage-femme, change le bracelet. Elle doit s'appeler Margot. Du coup, la petite sage-femme arrive toute mignonne. C'était une élève sage-femme, je me rappellerai toute ma vie. Et avec son petit papier, son petit crayon et sa petite bouille trop mignonne, elle me regarde, elle me dit, Margot, OT ou AUX ? Et en fait, quand on accouche, on a pas beaucoup de souffle. Donc OT, c'est plus rapide que AUX. Tu vois, c'est AUX. Tu vois, c'est une question de souffle. Du coup, OT. Donc c'était Margot et ensuite Hugo, donc le petit trio. Quand j'étais enceinte de Hugo, Margot parlait à peine. Nino était à l'école et on demandait à Nino comment tu veux qu'il s'appelle ton petit frère. On voulait faire participer Nino. Et Nino avait 3 copains à l'école. Hugo, Paul et Oscar. Donc à chaque fois, il nous disait, mon petit frère va s'appeler Hugo, Paul et Oscar. Alors il dit, non, Nino, faut en choisir un. On arrive chez la nounou pour déposer Margot. Et la nounou, c'était une femme très importante parce qu'avec Franck, moi, je n'ai jamais pris de congé parental. Donc, c'est presque elle qui a élevé mes enfants parce qu'elle les gardait beaucoup. Et j'ai décidé, je demande à la nounou demande à Margot, bon alors, ce petit frère, il va s'appeler comment ? Et Margot, du haut de ses quelques mois, elle dit, Hugo. Je crois que c'est fait. Donc Nino, Margot, Hugo. Et après est arrivé Paolo, un bébé surprise. Mon premier bébé, mon deuxième bébé sous pilule parce que Margot en est un. Et du coup on s'est dit c'est un bébé surprise. Si on l'appelle pas, si ça ne termine pas par un O, il va se sentir exclu. Si on dit Nino, Margot, Hugo et Paul, ça fait bizarre quand même. Voilà. Donc on s'est dit on va l'appeler par. Faut que ça termine par un O. Et après c'est de là à commencer. Là t'as plus le choix pour chacun. Là, après, sauf le dernier. Pour Calypso, je ne voulais pas que ça se termine par un O. Je voulais parce que je voulais qu'il y ait une maille à la chaîne. Il y a toujours une maille à une chaîne. Et je voulais que Calypso soit cette maille. Fermer la boucle et la boucle est bouclée. Il n'y a plus de bébé et on arrête avec les O. Et on a fait une réunion de famille avec tous les enfants. Et là, j'avais pas mon mot à dire. Mais vraiment pas. Je voulais tous que ça se termine par un O. Franck était prêt à me suivre, mais les enfants, pas du tout. Du coup, j'ai regardé chacun de mes enfants et je leur ai dit, je vous préviens, là, vous venez de décider le prénom de votre petite sœur. Donc, quand toi, Margot, tu seras enceinte, toi, Cléo, tu seras enceinte, et vous, quand vos copines seront enceintes, je déciderai du premier prénom de chacun de vos enfants. Deal. Ouais. Alors justement, Calypso se termine par un O. Alors est-ce que la boucle est vraiment bouclée maintenant ? Oui, faut que monsieur il passe à la vasectomie parce que là c'est plus possible. Ah oui, maman non. Non, si, mais bien sûr, je rêve, j'aime être enceinte, j'adore accoucher, j'adore la maternité, voilà. Mais il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Avec Franck, on s'était dit pas de bébé après 40 ans. Calypso est arrivée la veille de nos 40 ans. Elle est arrivée au mois de septembre. Nous avons eu tous les deux 40 ans là au mois d'octobre. Un beau cadeau. C'est bébé parfait. C'est le plus beau des cadeaux qu'on peut avoir. Encore plus une fille. C'était trop bien chez nous. Il n'y a pas beaucoup de filles. Donc là, c'était top. Mais... Et puis là, ça se passe bien avec Calypso. Bon, on a eu les démarrages un peu compliqués, mais elle dort, elle est parfaite. Là, tu es en train de nous donner tous les arguments pour me dire qu'il y en aura un autre. Hein. Attention. Non, faut pas. Faut savoir s'arrêter dans la vie et on finit sur une très belle note. Et j'ai peur de revivre tout ce qu'on a vécu. Bien sûr. Parce que voilà, le facteur âge joue aussi beaucoup sur les grossesses arrêtées. Risques, bien sûr. Donc, on finit bien. Maintenant, comme il a dit Franck, quand j'ai eu 40 ans, il m'a dit, Mel, dans les 10 prochaines années, tu vas être grand-mère.
Ah oui, oui, avec un enfant de 18 ans. Je pense que dans les 10 prochaines années, je risque d'être mamie. Donc voilà, ça sera... c'est un autre cycle. C'est un autre cycle et je vais profiter à 10 000 %. Je pense que Franck fera qu'il me freine un peu parce que je serais peut-être un peu possessif aussi. Donc... Mais voilà. Toi qui as la maternité ancrée en toi, bon, même si tu as en tête d'arrêter il y a 40 ans, tu viens quand même de me donner tous les arguments. Et j'ai même coupé le cordon de Calypso pour dire stop. Ah oui, il y a beaucoup de signes quand même. Ouais, j'ai dit, voilà, il faut que je commence à faire mon deuil. Parce que c'est un deuil, en fait, de se dire qu'on ne sera plus jamais enceinte. Donc, du coup, j'ai dit à Franck, ça te dérange si cette fois-ci, c'est moi qui coupe? Il m'a dit, non, il n'y a pas de souci, fais. T'avais besoin d'un geste fort. Ouais, quelque chose de symbolique, de me dire, voilà, je coupe. Bon, j'avais coupé pour Cléo. Non, mais ça se termine en haut, donc... Il manque une maille à la chaîne. Hein. Il manque une maille. Est-ce que, parce que je vois bien en discutant avec toi, c'est ancré en toi la maternité, est-ce que tu appréhendes la ménopause? Des fois, là, ça m'arrangerait bien d'avoir la ménopause. Parce que moi, je sais que je suis grande tranquille. Fête. Attention. Là, c'est la teuf chez les Gonzalez, maman à la ménopause. Je revois Nino en train d'arroser la dernière baby shower de sa mère. Là, il va arroser la ménopause de sa mère. Non, mais finalement, ce serait la solution. Ce serait pas ton choix. Oui, parce que Franck, il veut pas qu'on touche à la tuyauterie. Donc, il n'y a pas de vasectomie du côté de mon mari. Il a dit, pourquoi couper quelque chose qui fonctionne très bien? C'est vrai, ça. Hein, bon. Pourquoi? J'ai dit, mais maman, il faut que ça s'arrête. Donc, je lui ai dit, encore ce week-end, je lui ai dit, tu sais, amour, quand je t'entends parler, je me dis qu'en fait, tu n'es pas prêt à ne plus me voir enceinte. C'est ça, peut-être qu'au fond de lui. Il n'a pas répondu. Non, mais je sens bien que. Non, mais il faut que ça s'arrête. Non, mais il faut que ça s'arrête. Non, on a eu la chance et voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir 9 bébés en bonne santé et que tout se passe bien. Puis moi, j'ai quand même des problèmes cardiaques. Là, c'était compliqué pour la fin. Franck, il a eu peur. Mon pronostic vital était quand même engagé. Enfin, c'était compliqué sur la fin. Donc voilà, on finit très bien et on finit sur une très belle note. C'est vrai ça. Famille Nombreuse vous permet de faire des petites choses à côté, de la publicité, des partenariats, etc. Ça apporte un bon complément de revenus. C'est quelque chose que vous faites finalement pour avoir de l'argent en plus et élever votre famille nombreuse ou parce que ça vous plaît ou... Alors, quand TF1 est venu nous chercher sur les réseaux sociaux, enfin une casteuse de l'émission, du coup, on avait dit pourquoi pas partager notre quotidien. Et puis, quand les équipes de tournage sont venues, ils m'ont dit, tu sais Mélanie, demain ton compte Instagram, quand ça va être diffusé à la télé, il va exploser. J'ai dit, à quel moment on va suivre les Gonzalez? Au fin fond de Saint-Gervais, les 3 clochers dans le 86. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Sauf qu'avec mon mari, nous, on a une entreprise déjà, on a un travail, on a déjà des vies à 10 000 à l'heure et on s'est dit non, en fait, on n'a pas le temps, enfin, c'est pas possible, quoi. Et puis, j'ai eu une première collaboration avec une marque et puis je me suis dit, c'est rigolo, en fait. Alors, moi qui suis anti-réseaux sociaux, mes enfants, ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas de téléphone. Et là, par exemple, à Paolo, on lui a confisqué son téléphone. Ça fait 1 mois et demi, on l'a caché, mais on ne sait pas où. C'est pratique, ça. Il m'a dit, je peux récupérer mon téléphone? Je dis, oui, mais il est où? Je ne sais pas. Quand je t'ai puni, j'étais dans quelle pièce? Donc, nous, voilà, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de box à la maison, il n'y a pas de wifi, vu qu'on a l'entreprise. Les enfants, ils ont des ordinateurs à l'entreprise, ils ont besoin, mais à la maison, voilà, on est en famille, il n'y a pas de bureau, il n'y a rien du tout. On travaille sur une table, mais il n'y a pas de... Donc, maintenant, ça devient compliqué parce que les enfants, il faut qu'ils aient Pronote, faut qu'ils aient... Ça m'énerve, mais bon, voilà. C'est un autre sujet. Et du coup, j'ai fait ma première collaboration, et puis ça s'est bien passé. Puis la deuxième, puis la troisième. Du coup, j'ai monté mon entreprise, donc j'ai une SAS. J'ai une salariée avec moi. D'accord. Et du coup, on peut se dégager chacune un salaire. Super. Mais par contre, ça me demande... c'est chronophage, C'est du lundi au dimanche. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte sur les réseaux. On pense qu'une vidéo, un Reels qui va durer 90 secondes ou même 3 fois 15 secondes, on va se dire, elle parle à son téléphone, c'est facile, c'est rapide. Ouais, mais on oublie les échanges avec la marque la nuit, parce que moi, je communique la nuit, vu que j'allais être Calypso, il faut rester éveillé. Donc, du coup, je réponds à mes mails la nuit. Je fais mes montages la nuit. Pour pouvoir poster la journée, voilà, c'est chronophage, on bosse tout le temps et on est de plus en plus sollicité. Après, pour nous, c'est éphémère. À un moment, ça va s'arrêter. Ils m'ont pu suivre la vieille daronne de 40 ans avec ses 9 enfants. Tant que t'as des bébés. Je me dis, à un moment, ça va s'arrêter, c'est plus possible. Mais les gens prennent plaisir à nous suivre. J'ai des followers qui nous envoient des petits messages de bonjour tous les jours, des petites mamies qui sont trop mignonnes. Et... par contre, on est très timide. Là, Franck, la fois, on était au Puy du Fou. Il m'a dit, t'as vu là tous les gradins de remplis? Il me dit, c'est même pas ta communauté. Je dis, ah bon?
Il me dit, bah oui. Je dis, tu sais que là, tu me mets au milieu là, des gradins et tu me dis bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais même pas en rêve. Je suis trop timide, je pourrais même pas et tout. Et depuis, voilà, on vit une belle aventure à travers les réseaux. On fait des belles rencontres, comme là aujourd'hui, tu vois. Je suis avec toi et on vit des belles choses. On les rencontre dans la rue. Ils nous disent bravo, vous êtes une belle famille. Ou trop marrante la chute à vélo, Mélanie, qui était mémorable, ma chute à vélo il y a quelques années sur TF1, on avait rigolé. Mais voilà, on vit une belle aventure. Après, pour nous, c'est éphémère. Et puis nous, on est quand même très terre à terre. Au début, on s'est dit, mais comment tu peux parler à ton téléphone et gagner de l'argent ? On comprenait pas trop. Le concept. Nous, avec mon mari, il dit, nous, on se lève à 5h du matin, on travaille, machin. Oui, c'est un milieu de la vie que vous avez au quotidien. On comprenait pas quoi. Et même mon mari, au début, il me dit, mais c'est quoi ton truc et tout. Je dis, écoute, je sais pas. Donc, on s'est renseigné auprès de la comptable qu'on a au sein de l'entreprise. Et puis, j'ai monté ma structure. Et puis, voilà. Pour l'instant, voilà, ça fait un petit plus. Voilà. Avec 9 enfants, ça fait pas de mal. Ça met du beurre dans les épinards. Voilà. Et puis, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Si demain, ça s'arrête, nous, on a notre entreprise qui tourne à côté. Mais vous n'attendez pas après ça. On n'attend pas. C'est du plus. Et voilà. Mais c'est un plus qui, maintenant, me fait bien détacher de l'entreprise de mon mari. Et ce plus, voilà, je passe beaucoup de temps dessus, quoi. Et je fais attention de ne pas être trop dessus quand je suis avec les enfants parce que je suis la première à leur dire pas sur ton téléphone, s'il te plaît. Pose ton téléphone dans le panier à écran. Et toi, maman? Oui, mais c'est mon outil de travail. Le panier à écran, attends, là, j'ai loupé. Panier à écran. On a un panier en fait, on a un panier en osier à la maison. Et on met les portables. On met les portables dedans. Et nous, le soir, aucun enfant dort avec son téléphone. Alors, on est des mauvais parents parce que les copains, les copines envoient des snaps à pas d'heure. Et eux, du coup, ils peuvent pas répondre. Mais je dis, moi, ma fille, à 2h du matin ou à 21h30, tu dors. Voilà. Et la nuit, quand je vais allaiter Calypso, le téléphone des enfants s'allume. Il y a des enfants qui dorment pas. Donc nous, on passe pour les parents relous. Du coup, les copines et les copains de mes enfants ne comprennent pas parce qu'ils ont une maman influenceuse. Donc comment ça se fait que la maman, elle confisque les téléphones? Il y a un truc qui est pas logique. Il y a un fossé entre les deux, c'est pas possible. Donc nous, il y avait panier à écran. Et puis les enfants, ils sont tellement pas habitués en fait aux écrans que là, mon fils, ça fait 1 mois et demi, 1 mois qu'il n'a pas son téléphone. Là, il me dit, je peux le récupérer parce qu'il faut que je regarde, j'ai un truc de foot. Je lui dis oui. Il est où? Je sais pas, moi non plus. Fais-le sonner. Moi, depuis 1 mois et demi, il n'a plus de batterie. Il en aura des snaps à rattraper. C'est pas grave. Je préfère qu'ils jouent dehors à la boue, au vélo. Voilà, ils ont plein de choses à créer. C'est bien mieux. Ouais. C'est bien plus. Donc du coup, on passe pour vraiment des parents relous parce qu'on enlève nos téléphones des ados le soir. Ils ont pas le droit de se coucher avec. Il me dit, mais c'est mon réveil. Mais moi, je vais t'acheter un réveil qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac toute la nuit. Ça marche très bien aussi. Et ça marche très bien. Il n'y a pas de panne de courant, il n'y a rien. Tu as juste une pile derrière. Super, Mélanie, merci beaucoup. Merci à toi. C'était très sympathique d'échanger avec toi sur ta très famille. Bien. Merci à toi. Merci, embrasse bien tes 9 enfants. J'y manquerai pas. Et bon retour chez toi. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Parents d'abord est un podcast de Télé Loisirs et Femmes Actuelles. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur votre appli de podcast préférée.